Donc j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Meunier qui représente la Fondation Chanel aujourd'hui, Yvan Savy de Plan International qui vont nous parler d'un projet qu'ils ont fait en coopération. Alors ensuite, je vous présente Boris Walbaum qui lui va nous parler d'une fusion réussie entre deux entités, il va nous en dire un peu plus. Et puis enfin, Simon Nakoulma qui va lui nous parler de comment sur le terrain il co-construit avec les bénéficiaires. Alors je vais commencer tout de suite avec Simon. Bonjour Simon, merci d'être venu du Burkina Faso. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous mettez en place la coopération au niveau de vos projets? Ok, merci beaucoup et merci de m'accueillir dans votre beau pays, la France. Donc je viens du Burkina Faso pour faire un peu de géographie. Le Burkina Faso est situé en Afrique de l'Ouest et nous avons comme voisins le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Bénin. Et Burkina Faso signifie le pays des hommes intègres. Donc je suis de l'association Initiative communautaire Changer la vie. Donc, je suis le fondateur de l'association et partenaire à la fondation, à l'association Asmaï, l'association Sœur Emmanuel, avec laquelle nous travaillons depuis maintenant une dizaine d'années. Donc, pour revenir à cette notion de coopération réussie, c'est tout un programme, parce que c'est d'abord de vivre ensemble, mais la coopération réussie aussi, c'est la coopération qui apporte du sens à la vie. On a tendance seulement à se contenter des chiffres. Oui, on a inscrit tant d'élèves, tant d'enfants, mais qu'est-ce que cela a apporté à ces enfants? Qu'est-ce que cela a apporté à ces femmes? Et c'est ça qui est le plus important. Donc, la coopération réussie, c'est celle d'abord qui permet à deux entités de communiquer, d'arriver à des résultats, mais surtout de donner de l'humain à des personnes qui sont dans le besoin. Je prends un exemple assez basique. En 2002, dans mon quartier, il n'y avait pas d'école préscolaire, il n'y avait pas de bibliothèque, il n'y avait pas de centre de santé. Mais il y avait des enfants et des femmes. Et je suis issu de cette communauté. Et quand je naissais, mon papa s'est permis de mourir. Donc, il n'est pas facile d'être orphelin en Afrique. Ce n'est pas comme là où il y a l'assurance qui prend la relève des choses. Donc, il fallait d'abord que ma maman se batte pour que j'aille à l'école. De temps en temps, j'étais renvoyé des classes parce qu'elle n'arrivait pas à payer les frais de scolarité. J'ai eu mon premier livre à 16 ans. Et donc, tout cela montre la volonté avec laquelle, la ferveur, la passion pour moi de mettre en place quelque chose pour aider d'autres enfants qui sont passés par mon histoire, mais aussi aider les femmes veuves, les femmes qui sont en difficulté. Mais je ne voulais pas leur imposer une association, je voulais les amener à se mettre ensemble parce que c'est finalement notre pauvreté à nous. Et de là, il fallait d'abord définir qu'est-ce qu'une association, définir qu'est-ce que en se mettant ensemble, qu'est-ce qu'on gagnera? Et c'est de là que cette coopération, chacun a apporté de ses idées, chacun a apporté de sa manière de voir le monde, de ce qu'elle attend aussi de l'association et de la communauté. Et aujourd'hui, 15 ans après, nous avons pu mettre en place une bibliothèque, nous avons pu mettre en place une école préscolaire inclusive, nous avons pu mettre en place plusieurs actions sur la sécurité alimentaire, un restaurant associatif qui fait manger tout le monde, et nous avons pu mettre en place un cadre de vie qui permette à tout le monde, jeunes, femmes, enfants, de se retrouver, de trouver du bonheur, mais aussi de donner le bonheur aux autres. Et c'est pour moi aussi la coopération réussie. Et la coopération réussie aussi, c'est l'entraide à la fois nationale et internationale. Et là, notre association est beaucoup plus, j'allais dire, reconnaissante envers Asmaï, avec laquelle on s'est mis ensemble pour nous écouter, pour définir des besoins ensemble et pour aider progressivement et les enfants, mais aussi les acteurs clés, parce que dans une association, il faut des animateurs, il faut des enseignants, il faut des professeurs, et la formation n'est pas toujours là, il faut des gestionnaires de projets.
Donc, la coopération réussie, c'est quand on arrive ensemble à bâtir progressivement ce côté humain, ce côté compétence, ce côté capacité, pour qu'on puisse, j'allais dire, rétrocéder les connaissances acquises aux plus faibles, aux plus jeunes, aux plus pauvres. Et c'est cela aussi le fruit de la coopération réussie. Donc c'est vraiment travailler avec et en même temps transmettre. Ce que j'entends, c'est un peu cette double dimension dans ce que vous présentez. Ah oui, c'est cette double dimension, elle est hyper importante, cette double dimension de l'acquis, mais aussi de la transmission. On n'est jamais aussi pauvre pour ne jamais donner. Donc, à ces enfants de notre bibliothèque, à ces enfants de notre école, on leur apprend déjà à transmettre, à donner de ce qu'ils reçoivent. Comme exemple basique, nous faisons du parrainage. Et pour celui qui est par exemple en classe de CE2 qui doit avoir une éducation de notre part, on lui demande mais qu'est-ce que tu donnes en contrepartie? Et lui, il reviendra par exemple, il viendra aider à nettoyer la bibliothèque. Il viendra aider à ranger. Il viendra donner des cours de lecture à celui qui fait le CP. Et cela crée ce réflexe de ne pas être seulement une main tendue, mais d'être aussi celui qui transmet, celui qui apporte du neuf. Et finalement, à force de partager, on finit à avoir une roue de solidarité qui tourne. On construit un autre champ de bonheur au-delà des frontières qu'on a. Merci. Qu'est-ce que ça a fait, au-delà du fait qu'il y a des nouvelles structures sur votre territoire, en termes de capacité d'agir des uns et des autres ou de volonté de créer des nouvelles choses? Est-ce que vous avez pu voir un impact? L'impact est plus que visible. Quand on parle de rien à tout, cela donne du sens à la vie. Nous venons d'inaugurer l'année passée une grande bibliothèque qui a actuellement 11 000 adhérents. Donc, cette bibliothèque ne se définit pas à l'occidental comme le lieu du livre, mais c'est seulement et simplement un lieu de vie. Nous sommes dans une communauté d'oralité, donc où le livre n'est pas un acquis naturel comme chez vous. On n'a pas le livre au berceau. On ne reçoit pas le livre lors du baptême. Et quand des enfants, et on en arrive à 11 000 qui se bousculent derrière le livre, c'est qu'ils ont pu acquérir quelque chose. Et le lieu de vie, c'est que la bibliothèque est un lieu pour la danse, un lieu pour des cours de cuisine, un lieu pour se retrouver, pour le conte, un lieu pour le cinéma. Donc du coup, on se retrouve là juste pour se raconter la vie, mais pour aussi découvrir et rencontrer les autres. Et ce qui a changé aussi également, c'est le côté interculturalité. Au fur et à mesure, durant les 15 ans, l'association a reçu des bénévoles locaux, mais aussi des gens venus de partout, de la France, de l'Angleterre, de la Chine, de la Belgique, qui viennent pour des chantiers de solidarité. Et c'est important, quand on se rencontre, la première fois que ces enfants voyaient des blancs, ils fuyaient, les plus petits pleuraient. Aujourd'hui, 15 ans après, quand ils les revoient, ils courent dans leurs bras parce qu'ils sont habitués maintenant à voir d'autres couleurs. Au départ, les enfants, et surtout les jeunes, quand ils voyaient les blancs, ils demandaient vite, je veux un ordinateur, je veux un iPad, je veux. C'est aussi la solidarité aussi, c'est aussi parfois une barrière à briser, une histoire à parfois réécrire. Nous sommes dans un contexte où le Burkina a été colonisé par la France et où, dans le français colon, la France est toute forte, toute riche, toute belle. Et du coup, dans la tête de ceux qu'ils ont laissé, en France, quand tu arrives, l'argent, ça se ramasse et on le ramène. Donc, pour ces enfants issus de cette histoire, la première fois qu'ils voyaient les Blancs, ils voulaient et ils demandaient l'argent. Et au fur et à mesure, à force de se parler, à force de communiquer, ils ont compris que le français qui arrive n'amène pas de l'argent, mais il apporte une nouvelle culture, une nouvelle vision, il apporte du dialogue, il apporte de sa personne, mais aussi vient recevoir notre culture. Et 15 ans après, cette interculturalité est devenue, c'est formalisé et c'est devenu, ça a créé un cadre de dialogue. Et c'est ça aussi, la coopération réussie, c'est quand on arrive à se parler, c'est quand on arrive à faire tomber les préjugés.
C'est quand l'autre n'est plus caricaturé, mais est une personne à qui on croit, à qui on parle. Et ça, c'est essentiel. Le côté ensemble est un mot fort par là. Et je pense que dans cette coopération réussie, il y a deux mots, j'allais dire clés, qui ouvrent toutes les portes du monde. Mais je pense que c'est le mot pousser et le mot glisser. Donc, quand on pousse, il faut arriver à pousser très fort pour oublier les constructions antérieures qui parfois nous bloquent, qui parfois déstabilisent. La coopération réussie aussi, c'est quand on arrive à glisser, à surfer autour de l'autre également pour mieux le cerner, pour mieux le comprendre. Et en ce moment, on se parle et on reçoit de l'autre quelque chose. Un sourire, des yeux qui se regardent et qui finissent par se comprendre. Et c'est essentiel dans la coopération. Il y a le président Sankara, le président révolutionnaire du Burkina Faso, qui disait que l'aide doit nous aider à nous passer de l'aide. La coopération réussie, c'est quand, dans la construction, on transfère des compétences, des moyens, de l'argent, mais quand on arrive aussi à construire la base, le local, pour ne pas être là toujours à donner, et encore à donner, et encore à donner. Donc, quand on arrive à transférer des compétences, quand on arrive à faire, cela permet de sécuriser finalement la coopération. Parce que parfois, elle peut se briser. On donne, et quand on n'en a plus, tout tombe à l'eau. Donc, arriver aussi à transférer des compétences, arriver à rendre capable ceux qui ne le pouvaient pas, cela aide aussi à la coopération réussie. Merci beaucoup, Simon. Ça me fait penser à cette fameuse citation donne un poisson à quelqu'un à manger tu donnes un poisson, tu nourris quelqu'un pour un jour, apprends à pêcher, tu le nourris pour toujours. C'est un peu l'idée. Hein. C'est ça, voilà. Donc, que la graine qu'on donne pousse pour pouvoir donner des racines et de grands feuillages. Et ça, c'est essentiel quand on pense aussi à cette coopération. Malheureusement, nous sommes dans un monde où l'institutionnel prend beaucoup plus le pas sur l'humain. Et il y a tellement parfois des batteries d'outils qu'on crée, tellement de demandes à la base, et malheureusement, on ne tient pas compte des capacités ou même de la culture sur laquelle on impose cela dans la coopération. Et cette institutionnalisation de la coopération fait que parfois elle est effrayante. Parfois dans le partenariat, le choc est grand parce que ça rappelle ce que les prédécesseurs disaient, il y a tellement de monitoring, parfois on demande plus de travail sur le terrain, au bureau pour faire le reporting, mais qu'on oublie qu'il y a des enfants dehors qui ont envie juste de jouer, des enfants qui ont envie de lire, des enfants qui ont besoin de nous en tant que personnes ressources pour les accompagner. Donc la coopération doit aussi tenir compte de cet aspect. Merci beaucoup. Alors n'oubliez pas, hein, si vous avez des questions, des commentaires, des partages que vous souhaitez faire, vous avez vos téléphones, l'iPad, parce que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de questions. On va continuer avec Boris Valbaum. Bonjour Boris. Bonjour. Alors, vous allez nous emmener dans un... Ça marche. Vous allez nous emmener dans un tout autre univers, puisque là... Oui, on risque de quitter un peu l'humain pour l'institutionnel. Oui. C'est ça. Alors justement, comment, dans le cadre d'une fusion, puisque c'est ce dont vous allez nous parler, vous mettez en place des outils, des modes de fonctionnement de coopération qui finalement seront épanouissants et qui permettront d'être plus efficaces pour des gens comme Simon et ses projets? Alors, moi je vais vous parler d'un cas qui est très particulier, donc... Et je veux être un peu humble sur les enseignements qu'on peut en tirer, parce que la situation était spécifique. Il se trouve qu'effectivement, l'association que j'ai fondée il y a une douzaine d'années, qui s'appelle Fratelli, qui aide des jeunes issus de milieux modestes à potentiel, à réussir au maximum de leurs possibilités, eh bien, est née à peu près au même moment qu'une autre association qui fait à peu près la même chose, qui s'appelle Passeport Avenir. On a commencé à se croiser, je dirais, il y a 5-6 ans, mais eux étaient plutôt sur les filières techno, nous plutôt sur les filières générales, tout allait bien, on avait chacun nos territoires. Et puis comme on a beaucoup grandi les uns comme les autres, on commençait
à se frotter, non pas malheureusement pour trouver des bénéficiaires de nos actions, ça malheureusement il y en a encore beaucoup que nous n'arrivons pas à toucher, mais notamment pour la levée de fonds, pour l'image, etc. Pas encore que Fratelli faisait très peu de communication, enfin. Et donc, au bout d'un moment, on sentait les équipes un peu se tendre, et on regardait un petit peu ce que faisait l'autre, avec des simultanéités dans les développements qui étaient un peu troublantes d'ailleurs. Et on a déjeuné avec Benjamin Blavier, qui est donc le fondateur de Passeport Avenir, et on s'est dit, au fond, on a une alternative qui recouvre 3 options. Soit on fait comme dans la vie des affaires, on est en concurrence et que le meilleur gagne, et on y laissera tous les 2 des plumes, parce que dans ce domaine-là, on n'aime pas trop la concurrence, les partenaires vont nous le reprocher, on va être obligé d'être un peu désagréable par rapport à l'autre, etc. Puis on n'avait fondamentalement pas vraiment fondé des associations pour se retrouver dans une situation de concurrence similaire au monde des affaires. Deuxième option possible, on se repartage le monde. Mais bon, on ne fait pas rentrer le diable dans sa boîte, ou le dentifrice dans le tube. Et donc on n'en avait pas envie non plus. Troisième option, on fusionnait. Alors il y a une autre qui était évoquée, c'était une coopération, faire des partenariats, etc. Alors moi personnellement, j'y crois pas. Je pense que quand on est assez frontalement concurrent, en tout cas quand on fait la même chose, et qu'on est en concurrence, en tout cas sur un élément aussi essentiel que le financement, je ne crois pas à des coopérations partielles. Donc, voilà, on s'est dit, ah, tiens, quand est-ce qu'on va le faire? Pourquoi attendre, hein? S'il faut agir maintenant, il faut agir maintenant. Et puis on sentait bien que dans les équipes, on risquait d'avoir de plus en plus de crispation. Donc, alors est arrivé malheureusement sur la table assez vite le sujet qui est souvent le plus bloquant et qui est en réalité le moins intéressant, qui est la question du pouvoir, etc. Et j'étais assez frappé de ça parce que voilà, tout le monde le sait, hein, il y a une forme de rémunération psychologique, il y a les choses telles qu'elles sont dans l'entrepreneuriat social et dans l'associatif en particulier, qui tourne autour de la reconnaissance symbolique, de l'ego, etc. Et on parle souvent de fusion d'ego. Nous, on a fait une fusion d'ego à UX, mais c'est aussi une fusion d'ego personnelle. Et donc, il a fallu trancher cette question. Ça nous a pris assez peu de temps, en fait, puisque voilà, on a décidé de diriger à 2. Ça nous a pris assez peu de temps, mais quand même un peu de temps, parce qu'on voulait savoir s'il était possible de diriger à 2. Moi, j'avais jamais dirigé à 2, Benjamin non plus. Donc, c'était un vrai saut dans quelque chose de nouveau, qui impliquait de changer de regard, etc. Puis après, le conseil d'administration, c'est moins compliqué. Mais c'est quand même, j'insiste là-dessus, parce que j'ai été frappé de la rapidité avec laquelle c'est arrivé. Au fond, peut-être parce que les autres points étaient évidents. Mais voilà, c'est quand même parfois un non-dit qu'il faut savoir reconnaître dans nos activités, cette question d'ego. Il y a 2 autres P. Il y a le power, le pouvoir, il y a le projet, et il y a les people, les personnes. Alors, sur le projet, en fait, c'est très simple. Il y avait une raison, je dirais, qui était un peu négative, qui était ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que vous faisiez la même chose. Mais il y a des raisons, en fait, très positives pour fusionner. Vous avez évidemment, d'abord, les synergies de réseau, les effets de réseau. Quand vous aidez des jeunes à réussir, et que vous vous rendez compte qu'en fait, non seulement les mentors qu'on leur adjoint sont plus nombreux, donc leur offre des perspectives professionnelles plus ouvertes, mais surtout qu'une grande partie de la richesse est liée à la communauté, aux pairs, aux effets de pairs, les mettre dans un bain plus grand était une façon de leur donner à eux-mêmes plus d'opportunités. Il y a des effets d'image qui sont très importants parce que si le fait d'être mentoré par article 1 est visible pour les employeurs, est visible pour également ceux qui les recrutent, eh ben, on a, dans les écoles ou dans les universités, on a gagné quelque chose. Enfin, eux ont gagné quelque chose. Il y a des effets, évidemment, qui sont liés au digital. On était en pleine réflexion. On avait d'ailleurs simultanément exactement le même projet sur le développement des compétences transversales. Et ben, on a divisé les coûts par 2. Et puis en plus, on pouvait s'appuyer sur une communauté pour initier le projet.
parfois je me définis comme un community-based incubator. Donc si vous avez une communauté de 6000 personnes, c'est beaucoup plus facile de lancer des innovations que si vous en avez la moitié. Et vous avez beaucoup plus de retours. Donc, et vous avez aussi des synergies institutionnelles dans vos rapports, notamment au pouvoir public, donc l'influence que vous pouvez avoir sur les politiques publiques. Donc ça faisait énormément de sens. Donc je dirais que le rationnel stratégique, il était là, après il faut l'affiner, le formaliser, etc., mais il est assez présent. Et puis il y a la troisième dimension qui est la plus importante et la plus compliquée, qui est celle des personnes. Comme je vous le disais, c'était à la fois évident et pas complètement évident, puisqu'il fallait se marier avec un concurrent qu'on voyait comme un concurrent. Et Benjamin et moi devions, nous aussi, et nous les premiers, puisqu'on les embarquait dans cette aventure, changer de regard l'un envers l'autre, un peu comme Yannick Noah et Edberg. Mais sans déterminer qui était en dessous et qui était au-dessus. Il fallait qu'on soit à la même position. Et ça, c'était quelque chose qui était très important. Et on voulait être arrivé à un niveau de confiance suffisant tous les deux dans notre façon de résoudre les problèmes, que seuls nous pouvions résoudre à ce moment-là, avoir éprouvé notre capacité à travailler ensemble et à se faire confiance. Et ça, je crois que c'est vraiment un point qui est très très important sur l'exemplarité. J'ai travaillé dans un cabinet qui a inventé un modèle qui s'appelle l'influence model. Et donc les gens changent personnellement à condition qu'il y ait à la fois une change story, donc il fallait une histoire de transformation. Pourquoi on fait article 1 ? Il fallait aussi des role models. Et puis après, il y a deux autres enjeux. Et donc, il fallait que nous soyons exemplaires sur cette dimension. Et s'ils sentaient la moindre dissension, la moindre méfiance entre nous, alors il y aurait eu un effet de résonance très important et la défiance se serait installée et notre projet aurait sans doute calé. La deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on avait la chance d'abord d'avoir des organisations très différentes. Eux étaient plus fonctionnels, nous on était plus en mode entrepreneurial, très métier, très produit, si je puis dire. Et donc, on n'a pas eu trop de problèmes de doublons, ça s'emboîtait assez bien, à condition de trouver le bon modèle d'organisation. Et ça aussi, c'est un peu notre responsabilité, parce qu'il y avait des habitudes, et on ne peut pas plonger les gens en disant on va faire quelque chose et pas leur dire comment ça va se passer. C'est-à-dire qu'il faut quand même définir le cadre de façon assez précise. Et nous, le faire ensemble, une bonne partie du faire ensemble était quand même faire à deux. Alors à 4 en réalité, puisqu'on a assez vite mis dans la boucle nos numéros 2 respectifs, si je puis dire. Et donc ça, il faut aussi vraiment l'assumer, parce que si les gens n'ont pas de cadre, et bien à ce moment-là, il y a une angoisse qui s'installe, et elle-même peut être à l'origine d'accidents. Et puis on a beaucoup accompagné aussi les équipes, c'est-à-dire qu'on a vraiment investi, on a quelqu'un qui nous accompagne un peu en permanence, donc il y a à la fois du coaching individuel, du coaching d'équipe. On a fait 2 ou 3 team building en travaillant vraiment sur les sujets classiques, mission, vision, valeur, sur la culture, mais pas sur la culture de façon générale, c'est concrètement quels sont les comportements, quelles sont les habitudes, quels sont les rites concrets qu'on va mettre en place pour faire culture. Et ça, c'est un travail d'ingénierie qui est très clairement un travail... on était 80, il y avait toute l'équipe qui était là. Il ne faut pas se payer de mots dans ces cas-là. Il faut vraiment aller jusqu'au bout du boulot et trouver, y compris des choses très concrètes pour faire advenir quelque chose qui n'est pas naturel. Et puis enfin, on a promu une vision de notre organisation comme une organisation apprenante, ce qui quand même le b.a.-ba quand on est dans le domaine de l'éducation. Mais c'est pas simple, parce qu'on n'était pas complètement... Oui, on n'était pas complètement ni l'un ni l'autre. Donc il fallait investir, on a pas mal travaillé, on a été accompagné pour ça, pour mettre en place des dispositifs qui nous permettaient, à la fois comme organisation, à la fois comme équipe et à la fois individuellement, d'être une organisation apprenante pour que chacun, effectivement, ait les opportunités de se développer et d'apprendre en permanence. Je pense que le réflexe, l'habitus d'apprentissage, quelque chose que l'on développe énormément chez nos jeunes, est fondamental. C'est-à-dire que si vous réussissez effectivement à ce que les gens confrontés à une difficulté se disent « Ah ben c'est une occasion d'apprendre », c'est comme ce dont on parlait, la crise et l'opportunité, vous avez gagné, quoi. Il n'y a même plus besoin d'organisation derrière, quoi. Donc voilà, donc c'est les principaux messages que je voulais passer sur ce sujet. Merci beaucoup Boris. C'est très précieux, c'est très très riche et très complémentaire de ce qu'on a eu
depuis ce matin et avec Simon. Je me tourne maintenant vers Yvan Savy et Valérie Meunier. Donc vous allez peut-être témoigner ensemble tout de suite compte tenu du temps qui passe. On va vous passer un micro. Alors vous allez témoigner aussi d'une expérience terrain puisque vous allez nous parler d'une coopération réussie entre Plan International et la Fondation Chanel. On vous écoute. Oui, bonjour. Alors, notre organisation, qui existe depuis 80 ans, son mandat, c'est faire avancer les droits des enfants. On le fait auprès des enfants les plus vulnérables, qui sont ceux dont les droits sont bafoués. Et on le fait dans une logique participative. Donc, nous, c'est pour les enfants, mais c'est surtout avec les enfants et les jeunes. On est né au travers du parrainage d'enfants, qui a été évoqué tout à l'heure, qui est une façon de donner à un enfant confiance en lui et en sa capacité, et de lui dire tu n'es pas là juste pour recevoir, tu es aussi là pour donner, pour apporter. Donc on le fait avec les enfants et maintenant avec les jeunes. Notre priorité, c'est l'éducation, une éducation inclusive et de qualité. Inclusive, ça veut dire qu'il s'adresse à ceux qui n'ont pas la chance d'accéder à l'éducation en raison d'un handicap, en raison d'appartenir à une minorité par exemple. Les filles, particulièrement, portent toute notre attention aujourd'hui parce qu'il y a un déficit énorme en termes d'éducation des filles. Et la formation et l'insertion professionnelle, c'est un élément central désormais de notre intervention parce qu'on accompagne des enfants jusqu'à l'âge adulte. L'éducation doit permettre d'accéder à quelque chose qui permet de s'insérer dans la société. Donc c'est ce que l'on fait dans des environnements très très différents. On parle aujourd'hui de coopération, donc on a une collaboration de longue date avec la Fondation Chanel. On est très heureux de travailler ensemble et on le fait dans des contextes très variés. Je pense qu'une collaboration réussie, c'est une écoute entre les acteurs, mais ça commence d'abord par savoir quel est le problème qu'on veut résoudre, dans quel contexte on intervient, et d'analyser ce contexte pour savoir qu'est-ce que chaque acteur va pouvoir amener en matière de solutions. Et les acteurs, ce sont aussi les bénéficiaires. Les enfants, les jeunes, sont les acteurs de leur propre destinée. Il faut absolument avoir ça en tête pour mettre en place des solutions qui auront un impact. Donc c'est ce travail que l'on fait. Nous, actuellement, au niveau de la France, on intervient dans 14 pays. On a des programmes de formation professionnelle dans divers environnements. Avec la Fondation Chanel, on va parler d'un projet actuellement sur lequel on travaille en Chine, d'insertion des jeunes migrantes chinoises dans la ville de Pékin. Évidemment, adresser ce problème d'insertion professionnelle de ces jeunes migrants n'appelle pas du tout les mêmes solutions que si on le fait en milieu rural au Togo, comme on peut le faire, si on le fait à New Delhi ou dans les villes périphériques en Inde. Donc le point de départ, c'est toujours le contexte, les gens que l'on veut appuyer et comment on va les faire participer. Et voilà, donc avec la Fondation Chanel, je vais laisser Valérie expliquer un peu le projet que l'on porte ensemble en Chine. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup Yvan. D'abord, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous pour parler de la Fondation Chanel que j'ai eu le plaisir de rejoindre en 2016. Donc, à l'origine, je suis du Québec. C'est presque miracle, 2 Québécois sur 2 panels. On a une belle représentativité aujourd'hui. Et donc, j'étais ravie de rejoindre cette fondation, surtout en raison de son approche partenariale. Et je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous des exemples de réussite de partenariat, comme celle que nous avons avec Plan. D'abord, la Fondation Chanel, elle a une mission dédiée exclusivement à l'amélioration des conditions de vie économique et sociale des filles et des femmes en France et à l'international. C'est une toute jeune fondation créée par l'entreprise Chanel. Et puis, elle appuie sa mission sur différentes stratégies qui concourent, toutes, qui sont en fait des piliers de l'autonomisation des femmes et des filles, à commencer par l'accès à la santé, à la protection sociale, l'accès à l'éducation, à la formation professionnelle, l'accès à des ressources économiques, à l'entrepreneuriat, l'accès aussi au leadership, à la prise de décision et l'accès à la culture et au sport comme levier d'insertion sociale. Aujourd'hui, nous avons une quarantaine de projets qui sont soutenus dans près de 30 pays. Nous travaillons autant avec des ONG locales que des ONG internationales, mais aussi des institutions internationales. Et pour tous ces partenariats, nous appliquons les mêmes principes, c'est-à-dire une relation établie sur le long terme en soutenant des projets de 3 voire à
4 ans pour vraiment permettre qu'il y ait une analyse du contexte dans lequel sera mis en œuvre le projet, suivi de sa mise en œuvre et de son évaluation externe, toujours. Et l'autre chose, c'est que nous avons choisi d'établir une relation très directe avec les partenaires avec lesquels on s'entretient tous les mois pour tous les projets, dans un cadre plutôt informel. On est dans une logique où nous co-construisons le cadre de suivi des projets. Donc ce n'est pas la Fondation qui impose son propre cadre de suivi, c'est d'abord l'association qui définit la manière dont elle souhaite suivre le projet et nous, on s'ajuste en conséquence. Et donc, notre offre d'accompagnement, parce qu'on fait bien sûr un accompagnement financier, mais aussi technique, est constamment adaptée en fonction des besoins du projet et de la réalité locale des projets. Cet accompagnement peut se concrétiser à travers la mise à disposition d'experts en genre, notamment, pour permettre d'améliorer l'approche genre des associations de terrain. Et l'avantage d'être une fondation d'entreprise, c'est aussi de disposer de l'expertise de l'entreprise. Et donc, on met à disposition, lorsque des besoins sont clairement identifiés par l'association et dans le cadre du projet, on met à disposition l'expertise des employés de l'entreprise. Et je suis ravie de pouvoir partager avec vous l'exemple du projet qu'on a mené avec Plan. Notre partenariat avec Plan, il remonte à 2014. Donc, c'est l'un des premiers partenaires avec lesquels la Fondation Chanel a travaillé. D'abord en Colombie, sur un programme de formation professionnelle auprès des jeunes vulnérables de la communauté de Carthagène. Et nous, on était séduits par déjà l'approche de Plan International, qui est d'offrir une formation professionnelle à des jeunes déscolarisés pour leur permettre de trouver un emploi à l'issue de la formation. Et surtout, Plan se focus, comme l'a dit Yvan, sur la scolarisation des jeunes filles, qui est notre cœur de métier, bien entendu. Donc déjà, on était séduits par cette approche. On a souhaité soutenir un premier projet en Colombie, qui s'est très bien déroulé, avec des résultats intéressants en termes de taux d'employabilité. Et nous avons choisi de reconduire notre partenariat, cette fois en l'adaptant à un contexte complètement différent. Et c'est ce projet en Chine que nous appuyons depuis 2016, qui est un projet, encore une fois, de formation professionnelle auprès des jeunes femmes, cette fois âgées entre 16 et 40 ans, qui sont des jeunes femmes qui sont issues des communautés rurales en Chine, qui migrent vers Pékin, souvent en laissant derrière elles enfants, pendant même plusieurs années, pour aspirer à de meilleures conditions de vie et se trouver du travail. Sauf que ces femmes, lorsqu'elles arrivent à Pékin, elles n'ont ni contact, ni tissu social, ni formation professionnelle, et donc elles sont sujettes à encore plus de vulnérabilité sociale si elles ne sont pas suffisamment accompagnées. Et c'est ça l'objectif du projet. C'est, d'une part, Plan a fait une analyse des besoins du marché du travail pour trouver quels étaient les débouchés les plus probants. Et c'est le secteur de l'aide aux personnes âgées, qui est un secteur en croissance actuellement, considérant le contexte démographique de la Chine, qui s'est avéré être le plus porteur. Et je ne sais pas si je parle trop, là, vous me dites. Ça va. Vous pouvez continuer un peu, et puis après, on va passer directement aux questions, parce qu'il y a beaucoup de volonté de poser des questions. Oui, et puis en fait, voilà, l'idée, je pense, de notre intervention, c'est d'illustrer ce qui fonctionne dans le cadre de notre coopération, mais aussi de bénéficier soit des éclairages de la salle et de répondre aux questions. L'idée ici, c'était de présenter un cas pratique. Mais bon, ce qui fonctionne bien dans le cadre de ce projet et dans le cadre de notre collaboration, c'est le fait qu'on se parle tout le temps. C'est aussi le fait que Plan International est très respectueux des expertises locales. Ces équipes sont implantées en Chine depuis très longtemps, connaissent très très bien le contexte local. Et chacun d'entre nous respectons les expertises et les rôles de chacun.
Donc, nous, en tant que bailleurs de fonds, bien sûr, on accompagne par un appui financier le projet. Et ce qu'on a pu apporter dans le cadre de ce projet précisément, ça a été d'offrir une formation, un coaching RH, qui a été offert par des employés de l'équipe Chanel en Chine auprès d'une quarantaine de bénéficiaires lorsqu'on a fait notre visite de terrain en juin, qui a été très concluante. Et ça a été une expérience enrichissante, c'était une expérience pilote, mais ça nous a permis de s'ajuster mutuellement. On a reçu les critiques de l'équipe par rapport à notre formation. Nous-mêmes aussi, on a adressé un certain nombre de questionnements par rapport au projet et ça nous a permis d'ajuster le cadre du projet pour qu'il se déroule dans les meilleures conditions. Donc, le succès d'une collaboration réussie, je pense que ça commence par la communication, la confiance, la bienveillance mutuelle pendant toute la durée du projet, mais aussi une ambition commune, des objectifs de départ communs et l'envie d'agir ensemble pour le bénéfice et l'impact que les projets auront auprès des populations. Voilà. Merci beaucoup. C'était extrêmement éclairant également. Alors, ce que je retiens de tout ce que vous me dites, hein, en complément de ce qu'on a entendu déjà ce matin, c'est effectivement cette dynamique aussi d'entraide, de coaching aussi, pas seulement financier, mais d'accompagnement humain, de réflexion aussi sur l'organisation et comment on va prendre en compte les facteurs humains pour la réussite de la conduite de changement. Et puis là aussi, cette ouverture dans la relation qui va permettre à chacun de s'investir encore plus dans la relation de développement sur un territoire. Alors, on a quelques questions. Je crois qu'il y a aussi des personnes dans la salle qui ont des questions. Certains d'entre vous ont été très frustrés tout à l'heure au moment de pause. J'ai quelqu'un en face de moi qui a une question, mais il faudrait que quelqu'un puisse passer le micro. Alors, je vais... C'est bon, oui, j'ai peur que ça tombe. Donc, une question de Pierre Bellon. Mais vous pouvez aussi poser des questions, allez-y. Hein. Bon, d'abord, merci pour vos interventions. Monsieur Nakoulma, votre exposé est tout à fait remarquable. Premièrement, parce qu'on comprend parfaitement ce que vous dites, parce que vous êtes très pratique, et j'ai trouvé votre exposé remarquable. Voilà. Alors, je tenais à vous le dire, mon copain, ça fait des années, travaux, ça fait des années qu'on travaille avec Sœur Emmanuelle, non seulement la Fondation, mais nous aussi, ma famille à titre personnel. Bon. Et elle était extraordinaire, bravo. Bon. Vos exposés aussi, à tous les deux, étaient très intéressants. Maintenant, je voudrais poser une question à M. Walbaum. Bon. D'abord, vous avez une formation extraordinaire. Bon. Vous avez été chez McKinsey. Tout le monde connaît McKinsey. Vous avez commencé votre carrière à la Cour des comptes. Tout le monde connaît la Cour des comptes. Vous avez été au cabinet du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Vous avez été un ancien élève de l'ENA, tout le monde connaît l'ENA. Vous avez été aussi diplômé de l'ESSEC. Vous êtes licencié en philosophie de l'Université Paris IV et vous êtes docteur en sciences de gestion. Alors là, franchement, au niveau des diplômes, vous êtes extraordinaire. Moi, malheureusement, je ne suis que diplômé HEC et j'ai mis 4 ans pour y rentrer. Alors non. Mais ma question est la suivante. Vous nous avez très clairement expliqué la fusion. Vous nous avez très clairement expliqué que vous êtes 2 aujourd'hui dans votre cabinet. Bon. Or, ma question porte sur ce que j'appelle le corporate governance. En français, ça s'appelle le gouvernement d'entreprise. Or, on ne peut pas avoir 2 patrons dans une entreprise. Donc, comment vous vous répartissez les rôles entre les 2? Parce que ça, c'est déterminant. Même si vous avez une confiance terrible l'un dans l'autre, qui a le pouvoir et comment a-t-il été défini?
C'est ça la question. Entre vous deux, vous avez été très clair, mais quand même, je vous pose cette question, parce qu'elle m'intéresse beaucoup. Merci beaucoup. Je craignais effectivement, en parlant de fusion devant vous, de m'attirer quelques questions compliquées. Pour avoir toujours été plutôt en situation, enfin pas toujours justement, mais enfin, j'aime pas trop. Je pense que voilà, j'ai pas trop aimé être dans une hiérarchie. Donc c'est pour ça que j'ai quitté et McKinsey et l'environnement public, etc. Je trouvais ça assez pesant. Pour autant, j'ai effectivement un cabinet où j'assume le fait d'être patron. Mais dans mon activité associative, alors c'était pas quelque chose qu'on a souhaité ni l'un ni l'autre, d'être à deux aux commandes. Donc c'est un pari. J'ai pas encore la réponse à votre question parce qu'on apprend, nous aussi. Alors on s'est dit à un moment deux choses. Comment on se partage le travail pour éviter effectivement des prises de décision compliquées et deuxièmement, comment on résout les désaccords. Parce qu'il y a des sujets sur lesquels, de toute manière, il faut qu'on soit tous les deux ensemble. Alors, sur le partage, on s'est dit, on ne veut pas partager l'organisation parce que ça deviendra assez vite dysfonctionnel. Donc, on s'est dit qu'on va se répartir des majeurs et des mineurs. Donc ça veut dire qu'effectivement, chacun de nous, sur les projets, est en mode majeur, c'est-à-dire que c'est lui qui vraiment suit l'activité. Typiquement, sur l'orientation, c'est plutôt moi qui suis engagé, c'est moi qui participe au COPIL, qui voit régulièrement l'équipe. Et sur d'autres sujets, c'est plutôt Benjamin, sur le développement régional, par exemple. Mais quand il y a des choses qui sont importantes, des décisions qui sont importantes, qui relèvent de l'intérêt de l'organisation dans son ensemble, à ce moment-là, on est tous les deux à décider et chacun peut dire non. À ce stade, ça ne nous a pas posé de problème. Et ces majeurs et mineurs, elles se décantent progressivement. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est quand même encore en phase d'apprentissage. Sur la question du désaccord, on s'est dit que tant qu'à être deux, autant être plus à décider en cas de désaccord. Et donc, plutôt que de se créer le chignon, on s'est dit, bah voilà, on a un bureau et dans des associations qui sont très entrepreneuriales, c'est vrai que c'est pas toujours facile d'avoir un bureau impliqué et de définir sa valeur ajoutée quand les organisations ont des directions sont assez compliquées, etc. Et donc, on s'est dit, au fond, le bureau, c'est l'instance qui est là pour nous aider à arbitrer, qui a suffisamment de recul pour voir à la fois nos dynamiques personnelles, voir les enjeux pour l'organisation. Et on a inclus dans cette instance aussi nos deux directeurs délégués qui, eux, ont une vision plus sur l'interne et qui ont une très bonne connaissance des équipes, des enjeux opérationnels, etc. Donc c'est dans cette instance-là que l'on va adresser nos désaccords si on n'arrive pas à se mettre d'accord. Jusqu'à présent, ça n'a jamais eu lieu. On a toujours réussi à se mettre d'accord. Et je ne crois pas du tout à la fatalité, mais c'est parce que je suis un optimiste et je n'ai pas votre expérience. Je ne crois pas du tout à la fatalité du pouvoir unique. Moi, j'ai beaucoup appris depuis un an et j'en suis très heureux. Je pense que j'avais une vision un peu limitée et un peu enfermée dans des mythes, justement, de la singularité du pouvoir, mais aussi d'isolement que ça peut entraîner. Et donc, voilà. On apprend, jusqu'à maintenant je suis ravi de cette expérience, mais je serais ravi d'en reparler avec vous dans un an. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui. Ça veut dire que vous avez établi quand même des règles entre vous deux, c'est tout. C'est ça, et c'est très intéressant. Non, mais des règles, et on va jusqu'à se dire, voilà, pour les contacts importants, là, non, mais j'ai compris. On se partage nos agendas. Très bien, merci. Alors, je pense qu'effectivement, cette réponse à cette question montre bien que la coopération fonctionne avec des messages clairs, avec des règles claires. Quand elles sont décidées ensemble, quand elles sont validées et accueillies ensemble, ça permet effectivement de fonctionner, même si vous êtes en phase test, d'après ce que je comprends. Mais il y a effectivement cette idée que plus on est clair sur les règles qu'on veut établir ensemble, plus on se donne de chances de potentiellement réussir, même si la partie n'est jamais gagnée.
Alors, on avait une question qui allait un peu dans ce sens-là. Alors, je vais peut-être pas, on ne va pas monopoliser la parole avec cette question, mais c'est quand même important de la lire. Une fusion est-elle réussie si et seulement si les têtes dirigeantes sont suffisamment matures dans le domaine de la coopération? Une fusion peut-elle être entendue et initiée si elle vient d'autres collaborateurs non dirigeants? Bon, je pense que là, avec votre réponse, on a un certain nombre d'éléments, notamment la participation du bureau, des directeurs délégués qui sont des dirigeants, mais il y a quand même cette approche-là. Est-ce que parmi vous, certaines personnes voudraient réagir sur cette question-là? Ou est-ce que je passe à la suivante? Ça va? Ok, alors je passe à la suivante. Alors, très beau témoignage, Simon. Un point important, l'interculturalité. Est-ce que Simon voulait nous en dire un petit peu plus sur cette dynamique interculturelle? Est-ce que ça veut dire en termes de coopération au quotidien chez vous? L'interculturalité est d'abord, pour le Burkina, l'intercompréhension. Au Burkina Faso, nous avons 66 langues. Donc, moi j'en parle 4, Moré, Dioula, Bambara. Et à côté, il y a le français, et l'anglais, et l'allemand. Et l'interculturalité déjà, donc au niveau local, c'est pouvoir se parler entre des personnes de plusieurs ethnies, de plusieurs localités. C'est aussi pouvoir être ensemble malgré nos différences de religion. Et je pense que là, le Burkina est une grande école, surtout pour la France ou pour l'Occident, où c'est les chrétiens à part, le musulman, non, il est terroriste, non, le bouddhiste, il est. Au Burkina, chez nous, il y a le mariage interculturel. Le musulman va prier et après il vient au bar et on boit la Guinness. Il n'y a pas le porc est halal et on vit ensemble. Et ça, je pense que c'est un exemple d'interculturalité au niveau religieux. Mais l'interculturalité aussi, c'est le fait que l'Afrique rencontre l'Occident. Et ce n'est pas toujours facile. Et ensuite, nous avons les relents de l'histoire. On est passé de l'esclavage, ensuite de la colonisation, et plus tard des indépendances sur papier. Donc, et cela n'est pas toujours facile dans la rencontre. Du coup, cela demande des règles pour parler tout de suite de cette notion de fusion. Donc, dans la rencontre, quand il n'y a pas de règles, quand il n'y a pas la connaissance de qui est en face, mais on arrive et on veut traverser le pays comme le champ paternel. Et en ce moment, ça crée problème. Du coup, quand nous recevons par exemple des bénévoles d'Asmaïe pour des chantiers de solidarité, nous prenons d'abord un temps pour leur expliquer qui nous sommes. Présenter la communauté, présenter le pays, présenter l'histoire entre la France et le Burkina, qui veut être parfois du je t'aime, moi non plus. La France politique est différente de la France sociale. Personnellement, je n'aime pas la France politique, mais j'aime beaucoup les Français. Voilà. Donc, je prends le soin d'expliquer aux jeunes Français qui arrivent, malheureusement aussi, un aspect, c'est que la France a honte de son histoire et cache cette histoire aux petits Français dans les écoles. Donc, il y a très peu d'enfants français qui savent que des Burkinabés, des Africains ont contribué à les sauver des Allemands. Moi, mon oncle, donc le grand frère à mon papa, a fait la Deuxième Guerre mondiale et a participé à la libération. Donc, tout cela, si ça ne s'explique pas, on arrive et on pense, voilà, on pense être dans des clichés qui n'aident pas à construire. Donc, quand je reçois par exemple des bénévoles d'Asmaïe, je leur dis, attention, la politique entre la France et le Burkina n'ont pas toujours été ce qui se devait. Donc, quand on vous parle de Sarkozy, dites-vous que vous ne le connaissez pas. Simplement. Quand on vous parle je ne sais pas, de Marine Le Pen, dites que vous êtes venu pour faire la lecture, vous n'êtes pas venu pour expliquer la politique française. Donc, voilà des aspects de l'interculturalité. Mais j'explique aussi que chez
chez nous, la main gauche, est, par exemple, est le symbole de la mort. Voilà, donc quand quelqu'un meurt, on l'habille tout en l'envers. On fait tout de travers, donc avec la main gauche. Donc, donner quelque chose à la main gauche à quelqu'un, dans ma culture, c'est l'insulter. Donc, il ne prend, même s'il donne 1 million avec la main gauche, il ne le prendra pas, et même s'il le prend, il sera frustré, il ne te dira pas merci. Donc, voilà quelques aspects de cette interculturalité. Dans ma langue, la langue mauré est une langue très impérative. Donc, quand je parle le français, je réfléchis d'abord en mauré avant de traduire cela dans ma tête en français. Donc, dans ma langue, le mot « s'il vous plaît » n'existe pas. Donc, ça me fait parfois rire quand je suis avec des Français. Moi, je dis « s'il te plaît, merci ». Non, chez moi, c'est « donne ceci, donne-moi cela, prends-moi ça ». Donc, ça peut être un peu directif. Donc, voilà des aspects de l'interculturalité assez basiques, mais qui, dans la coopération, quand on est partenaire, ben, cela demande à être explicité pour éviter des frustrations inutiles. Il y a aussi dans cette interculturalité le fait que l'Europe communique beaucoup et parfois avec des nouvelles technologies. Donc, on envoie un mail et on se demande mais pourquoi il ne répond pas. Et je pense que elle a fait des frais de cette hyper-communication, mais parce qu'on ne fait pas l'Internet avec les bougies. Donc, ah oui. Au Burkina, il y a des coupures de courant. Il y a l'Internet qui est de très, très, très bas débit. Donc, quand on me demande des photos de haute facture pour illustrer une telle conférence, c'est la croix et la bannière. Mais on finit par arriver, voilà, parce que quand elle envoie le mail et puis je ne réponds pas, elle téléphone ou passe par Asmaïe pour que, voilà. Donc, voilà un peu cette notion d'interculturalité qui sont des règles basiques de la communication, mais qui amènent à la compréhension et à la non-frustration. Merci beaucoup, Simon. Oh, bah, c'est bien. Merci. Alors, nous avons 2 charmantes hôtesses avec des micros. Donc, s'il y a des questions dans la salle, on sera ravis de les prendre. Sinon, moi, évidemment, j'ai encore une foultitude de questions à poser à nos intervenants. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non? Alors, je vais, si vous en avez, vous allez pouvoir préparer. Je vais me tourner vers mes voisins de gauche. Donc là, vous êtes... on a déjà eu beaucoup d'échanges sur cette dynamique d'interculturalité. Comment, dans cette logique partenariale, vous mettez à profit l'interculturalité pour vos programmes, notamment en Chine? Moi, j'aimerais effectivement renforcer ce que dit Simon. Il est essentiel de partir des personnes avec lesquelles on travaille, qui ont des contextes culturels variés. Les organisations aussi ont des cultures. Nous, on est une organisation internationale qui a 80 ans. On travaille avec des organisations locales, comme celle que Simon a fondée. Donc, il faut comprendre et savoir échanger entre organisations et qu'est-ce que chacun va apporter. Notre responsabilité est aussi d'être en lien avec les acteurs de l'État, qui ont des cultures très différentes. Et l'État en Chine, ça n'est pas la même chose que l'État au Burkina Faso, je peux vous le garantir. Et donc c'est aussi le rôle d'une organisation comme la nôtre, dans les contextes dans lesquels on s'inscrit, de pouvoir jouer le rôle que l'on a et s'assurer que chacun puisse jouer son rôle en comprenant les différences de culture. C'est là que c'est intéressant quand on travaille avec la Fondation Chanel, parce que je pense que c'est aussi ce que vient chercher la Fondation en opérant avec nous, c'est d'être avec un acteur qui va bien comprendre le contexte dans lequel on s'inscrit et permettre de faire avancer un projet en s'assurant que chaque acteur dans sa culture d'organisation ou d'acteurs institutionnels, mais aussi les personnes avec lesquelles on travaille. Je vais vous donner une illustration sur ce projet avec les jeunes migrantes. C'est vrai qu'il y a un besoin énorme en aide aux personnes âgées, donc c'est une des raisons dans la phase de market scan pour laquelle on s'est orienté vers cela. Aujourd'hui, avec 1 an d'expérience, on se rend compte qu'il y a aussi des freins culturels de ces jeunes filles migrantes qui ont décidé de venir à Pékin et qui se projetaient pas nécessairement dans un métier d'aide à la personne âgée. Donc ça, c'est des choses que l'on acquiert par l'expérience et sur laquelle ensuite, dans le dialogue, on se dit comment on va répondre à ce défi, puisqu'on a encore 2 ans pour faire avancer le projet, pour faire intéresser les personnes, en s'appuyant notamment sur les premières jeunes femmes qui ont participé à ces formations, par leurs témoignages, pour expliquer que ce métier est un métier passionnant. Voilà, donc c'est ça au quotidien qu'on doit faire, comprendre ce qui se passe, comprendre là où il y a des freins et essayer de les lever.
Valérie Meunier. Franchement, je ne sais pas ce que je peux rajouter. C'était très complet, Yvan, merci. Peut-être parler aussi de l'interculturalité entre le milieu associatif et l'entreprise. Lorsque nous, on organise des missions de mécénat de compétences, on passe énormément de temps avec les employés de l'entreprise pour leur expliquer, aux côtés de l'association, le contexte dans lequel ils vont intervenir et offrir des formations, qui n'est absolument pas celui de l'entreprise Chanel. Vous comprenez bien. Et donc, et pour une association, c'est également un choc que de se retrouver face à des représentants d'une entreprise comme Chanel. Et puis, bref, grâce à nos collaborations très ouvertes, franchement, ça s'est toujours très bien réalisé. Et puis, l'autre chose, c'est que nous-mêmes, en tant que fondation internationale basée à Paris, on s'appuie sur les équipes locales qui nous aident à bien comprendre la culture, à ajuster nos messages à la façon dont nous allons travailler localement et pour le bénéfice du projet. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, ça me fait réagir. Une question, justement, vous dites que ce n'est pas toujours évident pour la culture de l'entreprise de rencontrer la culture de l'association, dont vous faites ces formations, mais finalement, j'imagine qu'il y a de grands bénéfices pour les uns et pour les autres à cette rencontre qui, au départ, paraissait peut-être un peu improbable. Oui, absolument. Lesquels sont-ils? Déjà, comme j'expliquais, la Fondation Chanel est relativement jeune. Elle a été créée seulement en 2011 et les premières expériences en mécénat de compétences ont débuté avec des acteurs comme Plan International et des employés de diverses zones géographiques où est implantée l'entreprise. Et je pense que ça a permis aux employés de se sentir utiles. Et ça, c'est très important dans la vie professionnelle de chacun. Je pense que tous ici, on fait le travail que nous faisons parce qu'on a envie d'être utile à la société. Et je pense que ça dépasse aussi le milieu associatif. Et nous, c'est le retour que nous avons eu des employés qui ont dit... en même temps aussi, il y a une espèce de prise de conscience de l'expertise, de la chance qu'ils ont de détenir toute cette expertise et de pouvoir la transférer, en faire bénéficier à d'autres. Et ça, c'est merveilleux, finalement, cet échange qui se crée entre l'entreprise et le milieu associatif. Et maintenant, je dois vous avouer qu'on a du mal à fournir à la demande parce que il y a beaucoup d'employés qui aimeraient partager, travailler à nos côtés dans le cadre de projets, mais bon, nous, on est assez strict dans notre manière de travailler, c'est-à-dire qu'on ne voudrait pas tendre vers un des dangers aussi du mécénat qui est un peu pushy du côté de l'entreprise, c'est-à-dire que presque de devenir des touristes du mécénat de compétences. Et nous, on veut vraiment continuer à partir des besoins qui sont identifiés à faire de l'accompagnement à la carte, sur mesure, pour ne pas faire de jeu de mots hasardeux avec la maison Chanel et le milieu de la couture. Donc voilà. Ok, merci beaucoup Valérie. Alors, une question d'iPad sur les difficultés de la fusion. Alors, pour Boris, quelles ont été les principales difficultés rencontrées dans le cadre de la fusion ? Je dirais deux. D'une part, c'est le problème de la foi. C'est-à-dire que vous vous engagez assez personnellement et vous engagez votre organisation dans un acte de foi. C'est quand même une fusion, le terme est quand même très fort et c'est une réalité. Sauf que quand j'étais effectivement dans le conseil, j'ai assisté à quelques fusions. Il y a peu d'endroits, en tout cas dans la société occidentale, où il y a autant de violence, où il y a autant d'angoisse. C'est vraiment la dramaturgie grecque, quoi, hein, les fusions. Je rappelle, à un moment, il y avait les bleus et les rouges, et un des patrons disant bon, jusqu'à maintenant, j'ai vu beaucoup de sang rouge, maintenant, je veux voir du sang bleu. Bon, donc, c'est vraiment assez traumatique comme expérience, la fusion, parce qu'on perd une partie de son identité. On perd aussi son équipe telle qu'elle était. Son activité peut être transformée, et c'est beaucoup le cas d'ailleurs dans notre fusion. Donc ça fait quand même beaucoup de mouvements, beaucoup de changements,
Et donc, ça crée une vraie angoisse. Je crois qu'il y avait une vraie aspiration des équipes, donc on ne l'a vraiment pas fait contre eux. Pour eux, c'était très clair, il fallait le faire. Mais enfin, c'est pas parce que vous vous dites qu'il faut que vous vous mariez que vous vous mariez, quoi. Il y avait une complémentarité des activités, d'après ce que vous avez Oui, dit. bien sûr, mais ça, c'est du rationnel, ça. Okay. Parce que pour vous, pour votre job, votre manager, vous ne savez pas si ce sera votre manager demain, et vous avez un attachement qui est affectif. Vous dites que voilà, votre activité. Enfin, voilà, pour eux, personnellement, qu'est-ce que ça voulait dire ? Et en plus, vous troquez le changement de nom, par exemple, c'est très important. Il y a toujours un biais dans le changement de nom. Je ne sais pas si article 1 est un meilleur nom, je pense, que Fratelli. Il n'empêche qu'il y a un nom qui a une histoire, qui est chargé d'affectif, et un nom qu'on ne connaît pas. Pour reprendre la lettre à ma fille d'Aznavour. Donc voilà, ça c'est un vrai choc, et je pense que, en tout cas c'était un peu notre approche, il faut reconnaître ça. Il veut dire c'est normal. Et pas être dans l'anxiété de l'accompagnement et dans l'excitation, je dirais, l'excitation pour calmer les autres. Ça ne marche pas. Quand il y a un moteur d'avion qui commence à déconner et que les hôtesses vous disent qu'il faut se calmer, ça ne marche pas très bien. Donc il faut reconnaître, oui, il y a matière, on comprend très bien que vous soyez angoissé, c'est normal, dans une fusion, que vous soyez angoissé. Il y a plein de questions qui se posent, on n'a pas les réponses à toutes les questions. Par contre, on va vous dire quand est-ce qu'on va pouvoir apporter les questions. Donc je crois que donner droit à ça, dire qu'il va falloir le traverser, dire comment on va le traverser, c'est hyper important. Et donc le timing et la communication très, très, très transparente, y compris sur voilà, les zones de flou, je pense qu'il faut l'assumer. Voilà, c'est quand même le principal sujet. Merci beaucoup. Alors pour finir cette table ronde, je vous propose un petit exercice à chacun, c'est de livrer à la salle vos conseils pour une coopération réussie. Valérie, en quelques mots, quels sont les conseils principaux que vous donneriez aux participants de cette journée pour une coopération réussie, vue bien sûr à l'aune de votre expérience? D'accord. Chouette, on n'avait pas préparé ça là. Non, mais c'est très bien en fait. De toute façon, bon, parmi les grands principes que j'ai évoqués plus tôt, je pense que vous pouvez y trouver là un certain nombre de conseils, mais peut-être un conseil plus personnel, je dirais être humble dans la façon dont on travaille, dans la façon dont on mène une coopération. Je pense que c'est fondamental. Et accepter que l'on ne connaît pas tout. Surtout quand on fait de l'international, de la coopération internationale, on évolue dans des milieux extrêmement complexes. Et accepter la complexité d'une coopération et d'un partenariat, je pense que c'est la base de l'établissement d'un dialogue d'égal à égal avec toutes les parties prenantes. Voilà. Merci beaucoup Valérie. Yvan ? Moi, j'ai envie de dire il faut que chacun soit assez au clair et prêt à partager ça dès le début de la collaboration sur ce qu'il attend de la collaboration, quel va être le rôle des uns et des autres, quels sont les besoins qui existent chez l'un et chez l'autre et quelles sont les compétences qu'on peut amener à un projet. Éviter de basculer dans des rapports de pouvoir, en fait. Dès le moment où on est dans un rapport de pouvoir d'un donneur d'ordre à un exécutant, d'un bailleur à un récipiendaire, on perd toute la richesse des interactions qu'on peut avoir. Donc il faut se dire, mais voilà, qu'est-ce que j'ai amené à la table, pourquoi on veut travailler ensemble, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble et qu'est-ce que chacun peut apporter. Et ensuite, c'est du temps, ça se construit, une collaboration, et ça se construit d'autant plus vite qu'il y a des moments réguliers d'échange. On construit beaucoup plus vite une collaboration quand on se rencontre tous les mois pour faire le point que quand on se rencontre tous les ans. Voilà, parce que chaque moment de partage est un moment où on fait avancer. Donc les conseils que j'ai à donner, c'est voyez-vous régulièrement. Il faut éviter la réunionnite, évidemment, c'est dans un objectif, définir l'objectif de pourquoi on se voit, mais si c'est pour faire avancer la collaboration, je pense que ce n'est pas une réunion inutile. Voilà. Merci beaucoup. Boris ? Je dirais que, parce qu'il y a des coopérations de nature très très différentes, je dirais que pour moi les deux facteurs clés de succès, c'est d'avoir toujours une approche bicéphale entre votre cerveau gauche et votre cerveau droit, c'est-à-dire entre la rationalité qui impose cette coopération,
quel est le rationnel stratégique derrière, quels sont les objectifs, quelle est la bonne organisation efficace à mettre en place pour que ça tourne. Donc là, c'est le côté Nicolas. Et puis, il y a l'envie, il y a l'affectio societatis, comment on le cultive. Parce que si les gens n'ont pas envie de le faire, même si c'est rationnellement légitime, bah, ça ne se fera pas. Et si c'est l'inverse, qu'il y a de l'envie mais que c'est mal fichu ou qu'au fond ça ne sert pas à grand-chose, eh ben, il va y avoir beaucoup d'énergie perdue. Donc je crois qu'il faut vraiment trouver un équilibre et veiller à cultiver avec rigueur ces deux dimensions, si je puis dire. Du coup, je suis quand même plutôt cerveau gauche que cerveau droit. Voilà, l'envie, ça se cultive aussi. Avec de la communication interne, avec des événements, avec voilà, toute une série de choses assez concrètes. Merci beaucoup. Simon ? Okay, merci beaucoup. Il y a le Malien Amadou Ampateba qui disait que c'est de la diversité des couleurs que le tapis trouve sa beauté. Donc, dans la coopération, il faut déjà comprendre qu'on est différents. Mais cette différence doit être une complémentarité. Cela doit être une fusion où on agit ensemble. Le grand conseil que je pourrais donner, c'est qu'on arrive à adapter aussi notre vision par rapport à l'interlocuteur. Il sera très difficile à l'Africain de digérer la neige venue d'Europe, sans peut-être trouver des astuces. Si on écrit par exemple un projet dans le bureau froid ici et qu'on l'amène chez moi où il fait 45 degrés à l'ombre, c'est sûr que ça va fondre. Du coup, cela va demander à ce qu'on arrive à se parler, on arrive à discuter pour arriver à trouver un projet commun où chacun trouve du sens à son projet. Et du coup, ça devient notre projet et non mon projet. Et ça, c'est essentiel. Donc, arriver à se parler, arriver à en discuter en amont et en aval et garder le contact de façon permanente. Je pense que cela permet de réussir la coopération. Merci. Merci beaucoup, Simon. Je propose d'applaudir nos intervenants. Merci beaucoup. Merci.